Je ne peux pas commencer sans dire bonjour à tout le monde. Donc, mesdames, messieurs, et surtout les jeunes, je vous remercie d'être là. Je remercie aussi les organisateurs qui ont, qui m'ont invité à cet événement. C'est du bon boulot. Ma formation de base, je ne vous le cache pas parce que peut-être vous avez vu ça, je suis un agronome. Après, j'ai fait un doctorat à l'Université catholique de Louvain il y a très longtemps, il y a plus que 30 ans. Puis je travaillais comme chercheur dans le système national. Après ça, j'ai quitté le système national pour aller travailler dans un centre international qui s'occupe des pays arides. C'est le Centre international des recherches agricoles dans les zones arides. Je vous le dis déjà, le cactus n'est pas mon travail, mais c'est mon hobby, c'est mon passe-temps. Et je rejoins l'animateur quand il vous dit « Faites surtout les choses que vous aimez ». Moi, je me suis intéressé au cactus et je vais vous présenter ce qu'on a pu faire avec ça, donc assez rapidement. Et pour vous dire, c'est important de faire ce qu'on aime. Si on se met à faire des choses qu'on n'aime pas, ça sera mal fait. Avec ça, j'ai terminé, on peut commencer. L'intitulé de ma contribution est « Comment transformer le drapeau de la misère en une source de richesse ». C'est un titre provocateur. Dans le monde, 40% de la superficie de la planète est aride. Vous et moi, nous vivons dans un pays aride. Dans ces pays arides, les 40%, il y a 2,5 billions de gens qui vivent. 16% de ces 2,5 billions d'individus sont en dessous du seuil de la pauvreté. Donc, là où il y a l'aridité, il y a la pauvreté. Le futur, malheureusement, ça ne s'annonce pas glorieux. Toutes les prévisions en termes de changement climatique disent qu'on va assister à une réduction de la pluviométrie de 20 à 30%. Nous sommes dans la zone des 30%. Ce bonhomme qui est dans le pot à côté de moi, ça c'est un cactus, pour ceux qui ne le savent pas. Il ne vient pas de chez nous. Son histoire va trop loin. Elle va avec la découverte des Amériques. Et il a fallu attendre en 1519 que Cortés, dans une des expéditions espagnoles dans les îles, les West Indies, c'est-à-dire les Caraïbes actuellement, il a trouvé une plante bizarre et surtout il a trouvé des individus, des personnes qui ramassaient des insectes sur ces plantes. Il faisait sécher ces insectes, les broyer et les utiliser comme un colorant. Il a ramené ce colorant en Espagne en 1519 et il a amené aussi le premier plant de cactus. Et de là, la dissémination a commencé, un peu partout. En Chine, vers 1700, en Inde, en Afrique du Sud, etc. Ce sont les marins qui ont fait la diffusion de ce cactus. Pourquoi? Tous les marins, et vous l'avez appris à l'école, souffraient du scorbut, qui est une déficience en vitamines. Et le cactus, il est très riche en vitamines. Ils le conservaient dans les cales des bateaux. Et à chaque fois qu'ils descendaient dans un pays, ils mettaient une raquette pour, quand ils reviennent, ils peuvent l'utiliser et le consommer. C'est comme ça que le cactus s'est disséminé. On n'a pas de cactus qui est natif de chez nous. Tous, ils viennent du Mexique essentiellement. Donc, l'histoire a commencé avec un colorant, une histoire de colorant. C'est le rouge parfait, The Perfect Red. Je vous conseille de lire ce bouquin si vous le trouvez, parce que l'histoire de cactus est une histoire d'empire, d'espionnage et surtout la recherche de la couleur du désir. Ce rouge parfait que vous voyez ici, et qu'il y a plein dans
Ben, dans cette salle, est-ce que vous vous avez posé la question, ce rouge à lèvres que vous utilisez, il vient d'où? Il vient de cet insecte. Parce que ce colorant est hypoallergénique. Il est accepté par l'OMS comme le meilleur colorant. Tous les fonds de teint que vous utilisez, tout ça, ça vient de cet insecte. Donc, c'est une information importante. Donc, vous voyez, l'agro-industrie, les jus, les confitures, les teintes, tout ça, sont à base de ce rouge carmin qui est le rouge parfait. Je passe assez rapidement. Alors, cette plante, on a parlé de robustesse, etc. Moi, je dirais de la résilience. Le terme résilience, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être capable de tomber à genoux, puis se relever et continuer le chemin. Et le cactus est une plante résiliente. Et je veux, vous, les jeunes, que vous soyez résilients. Ne vous découragez pas. Vous pouvez échouer le premier jour, ou bien à la première tentative, la deuxième, la troisième, mais continuez. Résilience, c'est le terme qu'il faut. Résilience. On a vu des plants de cactus pendant 3 années de sécheresse. On dirait qu'ils sont complètement morts. Puis dès les premières pluies, ils reprennent sans aucun problème. Soyez comme ce type de plante, comme ce type de cactus. Je reviens à mon environnement aride. Mon rêve en tant que jeune chercheur était, et j'ai commencé cette histoire en 1985, était de trouver la plante qui est capable de pousser et de produire dans un environnement aride. C'est la plante miracle, en gros. Et avec le cactus, je trouve que c'est mon candidat préféré. Pourquoi? Parce qu'il est facile à établir. Vous jetez une raquette, elle pousse. Aucun problème. Il dure longtemps, plusieurs années, des décennies. Il produit des fruits et plein d'autres choses. Et surtout, il est vert tout le temps. Il a des utilisations nombreuses. Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer mon propos. Il y a 1600 espèces. Ne croyez pas qu'il y ait un seul cactus. Et dans chaque espèce, il y a des dizaines de variétés. Donc, c'est vraiment un énorme trésor. Où est-ce qu'on trouve le cactus aujourd'hui? Essentiellement au nord-est du Brésil, où toute la production laitière est basée sur le cactus, en Tunisie. 600 000 hectares, c'est énorme. En Afrique du Sud, en Algérie, au Maroc. Donc, là où il y a l'aridité, il y a le cactus. Et je passe là-dessus. En 1993, j'étais dans une ville au Mexique, à la ville de Guadalajara, et on était dans un café avec un groupe de chercheurs italiens, argentins, chiliens, etc. Et on s'est dit, pourquoi on ne crée pas un réseau autour du cactus? L'idée était bonne. On s'est adressé à différentes agences, avec beaucoup de lobbying, et de conviction et de ténacité. La FAO nous a hébergés et on a créé ce réseau FAO Cactus depuis 1993 et il continue. En 2000, on m'a élu comme le coordinateur général du réseau. Et j'ai fait ça pendant 14 ans. Pendant 14 ans, j'ai sillonné la planète. Tous les continents, je les ai visités à part l'Australie. Parce que l'Australie, c'est interdit d'introduire le cactus. Une vingtaine de pays à peu près ont adhéré à ce réseau. Je me suis déplacé pour former les gens, pour leur montrer tous les avantages de ce cactus, etc., les utilisations, les applications. Vous voyez tous les points jaunes que vous avez là sur la carte, ce sont les pays où j'ai introduit cette plante. Donc, l'histoire a commencé dans un café. Et souvent, comme ça, les affaires se font en dehors des cercles formels. Des exemples. En Mauritanie, dans la ville de Nouakchott, on a donné à chaque famille une raquette pour qu'ils font des jardins familiaux. C'est formidable, ça marche. En Libye aussi, en Éthiopie. En Éthiopie, j'ai une histoire, une ONG, Moms for Moms. C'est pour les femmes célibataires, ou les mères célibataires. Donc, on leur a donné donc, on les a formés à transformer le cactus et de vendre les produits. Et elles vivent avec ça. C'est des exemples que je vous cite très, très rapidement. En Inde et au Pakistan aussi, on l'a introduit.
avec des difficultés au Pakistan. Parce que souvent, il y a la confusion entre le zakoum, qui est la plante que les gens dans l'enfer consomment, et les euphorbia. Euphorbia et cactacées, ce n'est pas la même chose. Donc, il a fallu les convaincre que nous parlons de choses qui sont totalement différentes. Des exemples maintenant d'histoire du succès. Le Pérou. Au sud du Pérou, dans le désert, de mémoire d'homme, on n'a pas vu de pluie. Seulement, il y a un peu d'eau qui descend de la fonte des neiges des Andes. Les gens ont planté de façon intensive. Ce n'est pas pour la production de fruits, mais pour la production de cet insecte, de ce rouge karma. La raquette, une fois attaquée, ils font du compost qu'ils injectent de nouveau dans le sable et ils ont transformé totalement la nature. Le cactus, vous le connaissez tous, c'est pour l'alimentation de bétail. Ici, je vous donne des exemples de la Tunisie, du Brésil, de l'Éthiopie, etc. Souvent, c'est le travail des femmes de le couper en frites, donc en morceaux. Et pour faciliter la chose, on a fabriqué des machines, ici localement, chez nos entrepreneurs, pour couper, pour alléger la charge de travail chez les femmes et les enfants. Le fruit, c'est le roi des fruits, king fruit. Il n'y a pas mieux que le cactus parce qu'il est très riche en antioxydants, en vitamine C, en sucre, etc. Et il faut le traiter comme un fruit entier, comme la pomme, comme la poire, et surtout le packaging, la présentation, c'est extraordinaire. Tout ça, c'est des opportunités de business. Ça, c'est des affaires. Les nopalitos, la consommation de la jeune raquette. Les gens rigolent, mais si vous voyagez dans certains pays comme le Mexique, par exemple, c'est dans les plats de tous les jours. On fait des salades, on fait des plats cuisinés, etc. Ça s'appelle nopalitos. C'est les jeunes raquettes. Vous voyez ici, c'est un étalage d'un marché donc, au Mexique. On a fait la même chose en Éthiopie. En Éthiopie, on les a formés, parce qu'ils ne le connaissent pas, à utiliser ça dans la cuisine. Et ils ont introduit les jeunes raquettes dans le plat quotidien. Un restaurant fameux, El Bambo, dans la ville de Havane, au Cuba, où tout le menu est à base de produits de cactus. Et j'en passe. Ici, les produits à valeur ajoutée élevée. Et là, c'est le domaine maintenant où il faut vraiment mettre le paquet, parce que là, on peut gagner de l'argent. Et je vais vous donner quelques exemples de produits. La poudre de raquette. La poudre de raquette, on peut monter des industries facilement de séchage au soleil ou bien en lyophilisant. C'est un produit qui est très demandé. Moi, je reçois tout le temps des emails. Où est-ce que je peux m'approvisionner en poudre de raquette? La poudre de raquette, elle est mise en capsule et utilisée pour traiter ou bien pour diminuer donc, le niveau du diabète ou bien aussi pour améliorer le transit, etc. C'est un produit qui est très commercialisé. Ça, c'est la poudre de raquette. J'en passe, vous voyez, ça, c'est des exemples de produits commerciaux. Il y avait une société en Tunisie qui a travaillé sur ça. Je passe. Les liqueurs, les jus, des vins à partir de cactus, il y en a plein. Et il suffit de se déplacer dans le supermarché et vous allez voir. Et à chaque fois que vous voyez un drapeau, vous voyez l'origine donc du produit. La Tunisie, le Mexique, les États-Unis, le Maroc. L'huile donc des pépins qui se vend actuellement à $700 le litre. Donc c'est vraiment un créneau. On a en Tunisie une entreprise ou deux qui font ça et ça marche. Bon, ça c'est des exemples de prix des huiles dans le monde. Les applications médicinales. Deux mots sur les applications médicinales. Dans la médecine, chez les Indiens, ça a été utilisé tout le temps. Par exemple, pour les blessures en tant que cataplasme, c'est connu, même chez nous c'est connu. Il y a des équipes de recherche. Une équipe en Italie, une équipe en Argentine, une équipe aux États-Unis et une équipe en Allemagne, maintenant qui travaille sur les applications médicinales. Une large gamme donc, de mots, si vous voulez, qu'on peut traiter avec le cactus, que ce soit le fruit ou la raquette, mais essentiellement la raquette.
Je vous cite un ou deux exemples. Le traitement des ulcères. Et ça, c'est une trouvaille italienne. Vous consommez la raquette uniquement. Ça vous évitera les ulcères. L'hyperglycémie aussi, ça influe. Les Américains ont montré, avec des tests effectués dans les cliniques, donc chez les humains, qu'on peut contrôler, on peut bloquer le cancer du col de l'utérus par des extraits donc obtenus à partir de la raquette. Et j'en passe. Donc, c'est un monde, c'est un domaine énorme. Un exemple qui m'a toujours plu, c'est le sud du Maroc, au sud d'Agadir, une coopérative de femmes. 250 femmes se sont mises ensemble. Et elles fabriquent du jus, des confitures, etc. Elles font vivre 250 familles. Et c'est très innovant, c'est très encourageant. Il y a aussi, à côté d'Agadir, pour le Maroc, c'est une politique. Ils ont installé pour la première fois au niveau du monde un cactopole sur 25 hectares, où il y a les industries, la recherche, tout ça, ensemble pour la promotion du cactus. Dans le cadre du plan Maroc vert, 15 coopératives ont été financées pour la transformation des produits de cactus. Et dites-vous une chose, faites du lobbying. Tant que vous avez le pouvoir politique derrière vous, ça peut aller. Il faut les convaincre. Et ici, je vous donne un exemple. Le roi du Maroc qui inaugure une plantation de cactus, c'est un gars qui ne se déplace pas souvent, mais il l'a fait et il a donné un boost donc, à tous les promoteurs et les industriels. Et merci beaucoup.